Michel, Vincent, merci d'abord d'être venu. Ça me fait plaisir. Une vraie bonne main pour la télévision. Bonne main. Ouais. Et puis, Michel est avocat, puis il est. Personne n'est parfait. Il est aussi concepteur de Cash on Time et distributeur maintenant pour l'Amérique du Nord. Et pour être pleinement transparent, je dois vous dire aussi que j'ai une entente avec Michel pour la distribution du logiciel au Québec. Donc, j'ai un intérêt, je vous le déclare. C'est un intérêt qui est là parce que, en fait, tout ce que je fais dans mon travail a toujours un fil conducteur, c'est d'aider les professionnels du crédit à être meilleurs, à être plus à l'aise et à trouver le bonheur dans leur travail. Puis je considère que ça, c'est. Je me suis intéressé à cet outil-là parce que ça peut atteindre cet objectif-là. Donc, je vais laisser la parole à Michel, mais on va l'interrompre de temps en temps avec des questions. N'oublions pas qu'on est dans le cadre d'un cours, on n'est pas en train d'essayer de vendre à tout prix un logiciel, mais on veut apprendre à faire de la collection. Puis, on peut-tu vraiment faire ça aujourd'hui sans avoir un outil? Pas vraiment. Et je vais m'asseoir ici, puis je te laisse la parole, Parfait. puis on verra où ça nous mène. Merci, certainement. Merci d'abord de l'invitation. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et puis, en fait, mon but, c'est d'en faire une séance, une discussion, en fait. Et puis, d'amener peut-être certains éléments de réflexion. Vous êtes en formation, vous êtes dans le domaine depuis à peu près 5 ans, vous me disiez. Donc, on évolue constamment dans sa manière de penser son travail. Et peut-être que cet après-midi, avec la présentation que je vais faire, je vais amener certains éléments de réflexion de votre côté. Puis c'est ça mon objectif, en fait. Et puis, dans nos discussions tout à l'heure, Yuri, on abordait la question du logiciel comme tel. C'est quoi la finalité d'un logiciel? Et comment on peut voir l'utilité d'un outil comme ça. Puis la chose qui ressortait dans nos échanges, c'était que, premièrement, souvent, la technologie, ça fait peur, parce qu'on ne connaît pas. Ça amène un élément de nouveauté ou de changement dans le travail qu'on fait. Donc, souvent, le changement entraîne une certaine angoisse. Des gens sont plus réfractaires que d'autres face à la technologie. Donc, il y a une adaptation au changement à faire. Et la deuxième chose, c'est que en 2019, dans les entreprises, il y a à peu près pas un processus d'affaires pour lequel un logiciel n'est pas utilisé. C'est-à-dire qu'on parle des ventes, du service à la clientèle, gestion financière, les processus manufacturiers, la distribution, toutes les fonctions qu'on peut penser dans une entreprise. Il y a un logiciel qui existe pour gérer ces processus-là, et le logiciel ne fait pas le travail tout seul. Le logiciel est là pour assister ou outiller les gens qui font le travail. Donc, la source principale du travail et des résultats, c'est l'humain qui exécute son travail, mais l'humain est beaucoup plus performant avec un outil que de le faire sans outil. Donc, si c'est vrai pour à peu près toutes les fonctions dans l'entreprise, pourquoi ça serait différent pour le travail de collection des comptes à recevoir? Et pour moi, la réponse est évidente. C'est que l'outil, un outil comme Cash on Time, ce que ça fait, c'est que ça vous permet à vous, agent de collection, de vous concentrer vraiment sur les tâches qui vont faire une différence. Parce que si on réfléchit à la finalité du travail que vous faites, si on résume ça en quelques mots, là, c'est quoi l'objectif principal du travail que vous faites? Qu'est-ce que vous diriez? Mettre les comptes à jour. Faire rentrer l'argent dans l'entreprise. Faire entrer l'argent, et même faire entrer l'argent, si on va un peu plus loin, le plus vite possible. Parce que c'est quoi la conséquence si l'argent ne rentre pas ou si si les délais sont très longs? C'est quoi les conséquences? C'est-à-dire? Ça fait que les comptes à payer sont en retard, fait que ça fait qu'on peut perdre nos jobs. Oui. Sur les résultats de l'entreprise, c'est quoi l'impact? On peut faire faillite. Les qui sont moins marginés, puis quand t'es margine, ben, t'as de l'intérêt aussi. Donc, il y a un coût sur le capital. C'est le cash flow de l'entreprise. En théorie, une entreprise peut avoir des revenus extraordinaires, peut même avoir une rentabilité sur papier fantastique,
Mais si le cash ne rentre pas, qu'est-ce qui arrive? L'entreprise est dans le trouble. Est-ce qu'elle peut payer ses employés? Est-ce qu'elle peut payer son loyer? C'est tous les coûts fixes d'une entreprise et des autres. Donc, le cash qui rentre pas, ce qu'on appelle le working capital, en bon français, c'est des opportunités manquées pour les entreprises. C'est un endettement supérieur. Si j'ai pas l'argent pour payer mes employés, ben, il va falloir que j'aille sur la marge de crédit. Si je vais chercher l'argent sur la marge de crédit pour payer mes employés, payer le loyer, ben, le coût de l'argent augmente, la rentabilité de l'entreprise diminue. Donc, on dit cash is king, n'est-ce pas? Et ça, c'est vrai pour toutes les entreprises, peu importe l'industrie, peu importe la taille de l'entreprise. C'est rare qu'un principe s'applique universellement, mais ça, c'est le cas pour toutes les entreprises. Donc, le travail que vous faites, ou que vous allez faire, est-ce qu'on peut dire que c'est un travail de moindre importance pour l'entreprise ou de première importance? Parce que si vous ne faites pas votre travail, l'entreprise n'est pas payée, l'entreprise est dans le trouble. Mais non seulement on veut être sûr de se faire payer, mais qu'est-ce qu'on aimerait faire avec notre client une fois qu'il nous a payé? Idéalement, qu'est-ce qu'on veut par la suite? C'est ça. On veut continuer à faire des affaires avec ce client-là. Parce que c'est le fun de faire affaire une fois avec une entreprise, mais la rentabilité dans la relation d'affaires, elle s'inscrit dans le temps. Ce qu'on appelle du repeat business. Donc, répéter que les affaires se répètent continuellement. Donc, le travail que vous faites, en premier lieu, c'est quoi? C'est de s'assurer que l'argent va rentrer. Mais deuxièmement, qui est presque aussi important, c'est de s'assurer qu'on va gérer la relation client pour assurer une continuité d'affaires. Ça a-tu de l'allure? Fait que pour faire ça, l'aspect humain est très important. C'est pour ça qu'un logiciel, il peut pas arriver puis faire tout le travail tout seul puis penser qu'on va accomplir ces deux objectifs-là et qu'on n'a pas besoin d'un humain qui est au téléphone puis qui parle à ses clients. Parce que quand vous êtes au téléphone avec votre client, vous faites quoi? C'est quoi la finalité de ces échanges-là que vous avez avec vos clients? Essentiellement, là, ça se résume à quoi? Puis faire quelque chose, plus précisément, on veut qu'il fasse quoi? Émettre un paiement. Donc, parfait. Et ou l'autre chose, typiquement, qui va arriver, on des ententes de paiement, excellent, toutes des bonnes réponses, ou vous allez découvrir que le client ne vous paye pas, puis il y a une raison pour ça. On est d'accord? Dans notre jargon, là, on appelle ça un litige. Un litige, c'est n'importe quelle raison pour pas payer une facture. La liste est longue, là. Erreur de quantité, mauvais service à la clientèle, erreur sur le prix. Exactement, la liste est infinie. Ça, c'est un litige. Qui, d'habitude, va trouver l'existence d'un litige dans une entreprise? La première personne qui va le découvrir, c'est qui, vous pensez? Exactement. Parce que vous autres, vous appelez pour vous faire payer. Pensez-vous que le client, quand il y a un problème avec la facture, il prend le téléphone et il vous appelle? Ça peut arriver, là, des clients zélés, mais la majorité du temps, c'est vous qui découvrez l'existence d'un litige. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, selon moi, moi j'ai rencontré, ça fait 10 ans là, que je suis dans ce domaine-là. J'ai pas 40 ans d'expérience dans le recouvrement, mais ça fait 10 ans qu'on construit Cash on Time. Puis dans ces 10 années-là, j'ai rencontré, je ne les ai pas comptés, mais des centaines et des centaines de gens comme vous, peut-être des milliers, au Canada, Québec, Canada, États-Unis et Europe. Puis, il y a des nuances, mais il n'y a pas de différence fondamentale. Ça revient toujours à peu près à la même chose. Il y a deux tâches fondamentales pour les gens comme vous qui font le travail que vous faites. Le premier, j'oublie ton prénom là, Marc-André, tu l'as dit, la première chose, on veut un engagement du client qui nous envoie de l'argent. Ça, on appelle ça dans notre jargon une promesse de paiement. Parce que tant que j'ai pas l'argent dans mon compte de banque, ça demeure une promesse. The check is in the mail. Ça va? Puis la deuxième chose, vous l'avez dit, madame, c'est que le client ne paye pas parce qu'il y a un problème, il y a un litige.
Ça, là, ça représente 98% de la valeur que vous amenez à l'entreprise. Tout le reste autour, à mon avis, c'est du bruit. C'est comme on brasse de l'air. Le temps qu'on va mettre pour planifier, le temps, quel client j'appelle aujourd'hui plutôt qu'appeler tel autre client, le temps que je passe à gratter du papier parce que le directeur des finances a demandé tel ou tel rapport, puis on n'a rien pour faire des rapports, fait que ça prend 3 jours et demi pour faire le rapport qu'il a demandé, puis quand 3 jours et demi plus tard, le rapport est prêt, mais il est trop tard parce que le conseil d'administration, c'était il y a 2 jours. J'exagère un peu, mais ça ressemble à ça souvent, là. Puis ensuite, le fait qu'on se promène d'un système à l'autre pour aller chercher les informations. Fait que j'ai mon client au téléphone. Là, je suis obligé de naviguer du système comptable à mon Excel, à mon Outlook, à mes notes dans mon cahier, à ce qu'il y a dans ma mémoire. Après ça, quand on gère des litiges, OK, ben là, j'ai un litige, mais là, je peux pas le régler moi-même parce que là, il faut que je parle à machin, à l'expédition, ou à telle autre personne aux ventes, ou à telle autre personne au service à la clientèle. Puis là, je lui laisse des messages, j'envoie des emails, j'ai pas de retour, j'ai pas de suivi, je sais plus à qui j'ai parlé la dernière fois. Énormément de perte de temps dans beaucoup de tâches manuelles qui ont beaucoup moins de valeur ajoutée. Alors que là, vous faites la différence de manière significative, c'est quand vous êtes au téléphone, puis vous parlez à votre client. Puis qu'il arrive une des deux choses qu'on vient de dire là. La première, c'est le client me dit qu'il m'envoie de l'argent pour payer telle ou telle facture. Puis la deuxième, c'est tu me payes pas, OK, mais pourquoi? Parce que s'il y a un problème, j'aimerais ça le savoir. Parce que si je sais qu'il y a un problème, je vais faire quoi? On va essayer de trouver une réponse, on va essayer de le régler, n'est-ce pas? Si le client a raison, ben on va lui mettre une note de crédit, puis s'il n'a pas raison, ben on va lui expliquer pourquoi il n'a pas raison, puis on va lui dire, il faut que tu me payes. Donc, la valeur ajoutée dans votre travail, c'est d'être au téléphone et de parler à vos clients. L'autre chose que je me fais dire constamment, puis je pense que ça doit être vrai, c'est que courir après une facture de 225$ en termes d'effort là, pour vous, versus courir après 25 000$, c'est à peu près le même effort. En temps investi. Le nombre de messages que vous allez laisser, la durée de la conversation, les arguments que vous allez utiliser, il n'y a pas une grosse différence. Mais qu'est-ce qui est plus rentable? C'est clair. Fait que l'idée, quand on parle d'un outil, c'est deux choses principales. Éliminer beaucoup du travail manuel que vous faites, qui a peu ou pas beaucoup de valeur ajoutée, puis vous permettre de vous concentrer là où vous faites une différence. Ça va? Puis là où vous faites une différence, c'est quand vous êtes au téléphone, vous parlez à votre client, puis vous arrivez à résoudre des enjeux, puis à avoir des promesses de paiement. C'est là que vous faites la différence. Puis si on va un cran plus haut ou plus loin, ben c'est non seulement d'être au téléphone, mais c'est d'être au téléphone avec les bons clients pour les bonnes raisons, là où ça va faire une différence. Si j'ai le choix entre parler à mon client qui me doit 225$ ou parler à mon client qui me doit 25 000, ben, probablement qu'on va vouloir que vous parliez à celui qui doit 25 000. Fait que par contre, les petits montants, à la fin de l'année, si on additionne toutes les factures de 225$ sur les résultats financiers de l'entreprise, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça peut avoir un impact positif? Donc, est-ce qu'on est prêt à la laisser de côté, ces 225$-là, puis on s'en fout, puis il arrivera ce qui arrivera, ou on veut les collecter? On veut les collecter. Sauf que, il y a 7 jours dans une semaine, dont 2 qui sont, normalement, font partie de la fin de semaine. Fait que vous travaillez 5 jours. Puis, normalement, vous travaillez des journées de 7 à 8 heures. Puis, des fois, la montagne de recevables est grosse comme ça. Fait que ça se peut que, il n'y ait pas le temps d'appeler tout le monde. En fait, je dirais que 98% dans n'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille, que ce soit une PME de 10 millions ou une multinationale de 5 milliards, puis j'ai des clients, le spectre est comme ça, là. Il n'y a toujours pas assez je pense qu'il n'y a jamais assez de ressources en recouvrement pour couvrir tous les clients. Okay? Fait que la petite entreprise de 15 millions, elle va avoir une demi-personne qui fait du recouvrement en plus de faire d'autres choses. Puis la multinationale de 5 milliards, elle va avoir une équipe de 12 personnes qui font ça à plein temps.
Mais dans les deux cas, le parallèle, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources pour couvrir tout le travail. Et ce que ça veut dire, c'est que si on veut que vous passiez votre temps sur les éléments qui font la différence, ben, il faut qu'on ait quelque chose qui va compenser pour les tâches dont vous ne pourrez pas vous occuper. C'est pour ça que la combinaison de l'outil, exemple, Yuri mentionnait les relances automatisées. Si on est capable d'envoyer des relances automatisées à une fréquence qu'on détermine, avec un message personnalisé, aux clients qui nous doivent des factures, exemple, de moins de 500 pièces, ben ces clients-là, vous les appellerez pas. Vous allez vous concentrer sur les clients qui doivent des montants plus substantiels ou dont le risque de crédit est plus élevé. Fait que c'est ça que je veux dire quand on dit concentrez vos efforts sur les tâches qui vont faire une différence sans négliger tout le reste. Fait que c'est la combinaison des deux qui permet ça. Puis si vous n'avez pas un outil comme Cash on Time, ben là, vous êtes pris dans toutes sortes de dédales, de travail manuel, puis de tâches, puis de rapports, de papier à gratter, ou d'Excel à construire, puis vous courez après votre queue pour régler les litiges, puis vous perdez un temps fou à planifier votre travail. Alors, ça, c'est la réalité, là. Vous pouvez être extraordinairement bon et bonne dans votre travail, mais si vous n'avez pas l'outil, c'est ça qui se passe. Alors que si on a l'outil, ben là, vous concentrez votre travail sur les tâches où vous avez le plus de valeur ajoutée. Et deuxièmement, l'outil vient compléter le travail que vous faites sur les tâches moins stratégiques, mais qui ont quand même un impact sur les résultats de l'entreprise. Exemple, collecter les petits montants. As-tu de l'allure? Est-ce que ça a comme le gros bon sens, c'est ce que je vous décris là? Donc, samedi, le matin, quels sont les clients que je vais devoir appeler pendant notre journée? Oui. En fait, cette analyse-là, au lieu d'être faite d'une façon manuelle ou au jugement du jour, du collecteur, pense peut-être pas la même chose que son voisin, puis que finalement on n'a jamais parlé, puis que on se fait blâmer parce qu'on sait pas gérer les priorités, mais au fond on se les a pas fait dire les priorités. Là, les priorités, on y réfléchit, la stratégie, on y réfléchit une fois pour toutes. C'est ces critères-là qui déterminent quelles sont mes priorités d'appel pour aujourd'hui. Et ce que j'ai vu, c'est aussi que, bon, par exemple, quand je fais un appel, je dois avoir une promesse, il va falloir que je fasse un suivi. Donc, je vais avoir une liste quelque part de mes suivis. Si, étant donné que ça connecte avec ton système comptable, cet outil-là, si la facture qui faisait l'objet d'une promesse a été payée, elle va être enlevée de ma liste de suivi. J'aurai pas besoin d'aller voir dans le système à toutes les promesses pour me demander s'il faut que je l'appelle ou non. J'aurai juste pas ça dans mon univers. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration là, techniquement, un peu plus technique de comment ça fonctionne pour l'utilisateur? Oui, certainement. Deux idées fondamentales dans l'outil. La première, c'est que dans cet outil-là, vous trouvez tout ce que vous avez besoin comme information sur vos clients. Encore là, je t'interromps un petit peu parce que quelqu'un tantôt nous parlait d'acquisition. Les entreprises grandissent par acquisition. J'achète le compétiteur, il y a un autre système comptable. Là, à la collection, je dois apprendre un nouveau système comptable. Je suis rendu avec 5 systèmes comptables différents. Il y en a qui sont longs à opérer. J'ai pas toujours la même information disponible dans l'un et dans l'autre. Quand je parle aux clients de telle unité d'affaires ou de telle succursale, de tel business que j'ai acheté, j'ai une information X dans un format X. Mais quand je parle avec des clients de l'autre unité d'affaires, j'ai d'autres informations dans un autre format, puis des fois, je peux même pas trouver l'information que j'aurais besoin. Et c'est énormément d'espace mental, puis d'apprentissage. Apprendre tous ces logiciels-là à fond. Et souvent, ils sont pas équipés pour faire ce qu'on veut. Mais là, avec Cash on Time, tu peux tout centraliser ça dans un seul endroit. Qui va parler, c'est le logiciel qui va parler avec plusieurs systèmes comptables, qui va consolider tout ça dans un outil. Autrement dit, si vous avez 3 entreprises différentes, chacune a son système comptable, il y en a un qui est sur Microsoft Dynamics, l'autre est sur Sage, le troisième est sur SAP, ben, la nuit, les données sont mises à jour automatiquement
Donc, dans l'exemple que je vous donne, ben, les données proviennent des 3 sources, mais dans l'outil, vous avez toute l'information consolidée. Vous avez un endroit pour voir l'ensemble des recevables pour l'organisation. Donc, très souvent, c'est un outil, c'est un argument de vente pour nous de pouvoir offrir des données consolidées parce que 90% du temps, quand on achète une entreprise, elle n'utilise pas le même logiciel comptable que celui qu'on utilise. C'est comme une exception quand c'est le même logiciel. Et même là, ça serait 2 instances différentes. Oui? Oui, mais ça veut dire que si par exemple, est-ce qu'on fait une relance par rapport à partir de ce logiciel? Oui? Et si on a 2 entités différentes, ça va faire 2 relances? Non. Ça cumule les deux? Non, parce que les sources de données, c'est une chose, mais ensuite, comment on paramètre l'outil pour organiser les relances, organiser la stratégie, organiser les portefeuilles clients, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, une fois que les données sont dans la base de données, après, on organise le paramétrage en fonction des besoins de chacun des clients. Et d'ailleurs, c'est une des particularités de Cash on Time, c'est sa très grande flexibilité. On ne passera pas ça en détail aujourd'hui, mais quand on met l'outil en place, il y a énormément de possibilités de paramétrage pour que l'outil s'adapte à la réalité de l'entreprise. Exemple, je vais vous donner 2-3 exemples. Si vous avez, par exemple, une structure parent-enfant, parce que vous faites affaire avec des grands comptes, exemple, je sais pas moi, Banque Nationale est votre client, et puis vous faites affaire avec la maison mère, toute la facturation s'en va à la maison mère, et vous avez des affaires avec 75 succursales. Ben, chacune des succursales dans Cash on Time va être un compte, et vous allez être capable d'avoir une vue consolidée au niveau du parent pour la maison mère, pour regrouper l'ensemble des 75 succursales plus la maison mère. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, on va paramétrer. Yuri parlait de la liste de tâches que vous avez à traiter au quotidien, en amont, quand on met le logiciel en place. On va définir une stratégie basée sur des critères de risque qu'on va définir avec notre client. Et ces critères de risque-là vont déterminer les différentes étapes de relance que vous allez faire auprès du client. Donc, au niveau 1, si, par exemple, on a des clients, un segment de clients à haut risque, peut-être qu'on va vouloir les relancer avant même que les factures arrivent à échéance. Pourquoi on n'enverrait pas une relance 5 jours avant la date d'échéance? La deuxième action, et puis la première action, ben, ça pourrait être une relance automatisée, parce qu'on veut pas, à 5 jours avant l'échéance, avoir quelqu'un qui prend le téléphone puis appelle le client. On va y envoyer une relance automatisée. Deuxième étape, on va faire autre chose. Troisième étape, ainsi de suite. Donc, on va paramétrer une stratégie qui va nourrir ou alimenter la liste de tâches qu'ensuite vous allez traiter sur une base quotidienne. Donc, qu'il y ait une source de données ou plusieurs sources de données, ça change, ça n'a pas d'impact sur la manière qu'on va paramétrer l'outil. Mais ça nous donne la possibilité d'avoir les données consolidées. Ce que les entreprises n'ont pas en passant la plupart du temps. Là. Quand on leur montre ça et qu'ils voient, pour eux, c'est vraiment une excellente nouvelle de voir que, de manière très simple, ils sont capables d'avoir des données consolidées. Sinon, c'est vraiment en silo. Est-ce que ça répond à votre question? Pas sûr? En partie. Ben, donc, Par compléter. exemple, nous, on a 2 entités, on vend des produits pour une autre entreprise. Oui. Et on fait les factures, mais les paiements vont à eux. C'est pas sur la même relance en fait, mais par contre, dans notre limite de crédit, on prend en compte les 2 entités. Le client, il a des factures dans pour nous, la maison DF, puis il a des factures pour une autre entité. Vous avez 2 entités qui émettent des factures. Voilà, c'est ça. Et sa limite de crédit, ça correspond aux factures des 2 entités. D'accord. Vous avez une limite de crédit consolidée pour les 2 entités. Voilà, c'est ça. Mais par contre, on envoie des relances séparées parce qu'ils ne payent pas au même compte. Donc, dans le cas que vous me décrivez, j'imagine, quand vous êtes dans la page client, vous voulez voir les données consolidées. Exemple, vous voulez savoir que sa limite de crédit consolidée, c'est 100 000. Peut-être 70 000 pour la première entité, 30 000 pour la deuxième. Vous voulez savoir que la limite de crédit totale, c'est 100 000. Par contre, vous voulez envoyer des relances par entité séparée. Ben, vous allez paramétrer l'outil en conséquence, parce que la manière de gérer le suivi de la limite de crédit et la manière que vous allez paramétrer les relances que vous allez envoyer, c'est 2 choses différentes dans le paramétrage. Et plus que ça, si en général, on souhaite que les entreprises donnent des limites de crédit, ça veut dire qu'on a fait une analyse, qu'on a attribué une valeur.
Mais si on fait ça, la logique, c'est qu'on va suivre l'utilisation de la limite de crédit. Parce que si le client est rendu à 150% d'utilisation de sa limite de crédit, on a peut-être un problème. Donc, exemple, dans l'outil, on va paramétrer des alertes. Et on peut déterminer qu'à 80% ou 90% ou 100% d'utilisation de la limite de crédit, une alerte va être envoyée pour vous informer. Et à partir de là, vous décidez, selon les circonstances, qu'est-ce que vous allez faire. Mais au moins, vous êtes avisé que le client a atteint tel pourcentage de la limite de crédit que vous lui avez octroyée. L'autre idée importante, c'est que l'outil considère que vous êtes des gens intelligents et que vous devez prendre des décisions. Donc, l'outil ne vous impose pas tout comme si du jour au lendemain, vous arrêtez de penser, vous n'avez plus la capacité de prendre des décisions. L'outil vous propose des choses. Exemple, le matin, si vous avez votre liste de tâches, puis dans votre liste de tâches, vous avez 75 tâches à traiter dans la journée, ben dans cette liste de tâches-là, vous allez pouvoir la trier. Vous allez pouvoir l'analyser. Vous allez pouvoir déterminer de manière plus précise comment vous allez la traiter. Donc oui, il y a encore un certain temps à mettre sur la priorisation, mais au lieu de partir de la montagne au complet, on part d'une liste prédéterminée et les comptes qui apparaissent sur cette liste-là apparaissent pour une raison, c'est que les critères que vous avez déterminés dans la stratégie ont été rencontrés. Là, est-ce que j'ai mieux répondu à votre question? Oui? Parfait. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est, pour revenir à ce que tu disais, Yuri, dans l'outil, premièrement, on trouve tout ce dont on a besoin pour être efficace quand on parle à son client. Donc, quand je vais dans la page d'un compte, donc la fiche client, j'ai toutes les informations pour être utile, pour être efficace quand je parle à mon client. Parce que le client apprécie qu'on soit bien informé, bien documenté, qu'on lui donne des informations précises. Et donc, on est plus efficace et ça augmente la crédibilité. Donc, être bien informé, avoir accès à toute l'information à un endroit. La deuxième idée fondamentale, c'est de documenter toutes les actions qu'on pose. Parce que ce qui arrive la plupart du temps, puis là, je vous parle d'entreprises de toute taille. Là. Parfois, on a l'impression, au Québec, on est plus une économie de PME. On a l'impression qu'on est moins organisé que les grosses compagnies américaines. Je peux vous dire une affaire. C'est pas la taille de l'entreprise qui fait que l'entreprise est super bien organisée. Et les entreprises américaines sont pas mieux organisées et structurées que les entreprises d'ici. Même que souvent, ce que je vois, c'est que le travail qu'on fait ici, une personne ici va faire le travail que 3 personnes vont faire dans une grande entreprise aux États-Unis. Je vois ça très souvent, là. Donc, ici, on fait énormément de travail. Les gens sont très flexibles dans le travail qu'ils font. Mais, par contre, il y a un problème si on ne documente pas le travail qu'on fait. Et en collection, c'est important de documenter. Si on crée une promesse de paiement, il faut savoir qu'elle existe, puis il faut être capable de la suivre, il faut être capable de savoir à la fin qu'est-ce qui est arrivé. La même chose avec un litige, ou toutes les actions qu'on prend quand on fait le travail de collection. Soit que je me crée un suivi parce que mon client était pas à son bureau, il était en congé de maladie, puis 3 jours plus tard, il faut que je le rappelle. Soit parce que je lui ai envoyé une copie de facture, parce que ça fait 3 fois qu'il me redemande la copie de la facture. J'aimerais ça avoir une trace, parce que si j'ai pas de trace, je peux pas lui dire à un moment donné, ça fait 4 fois que tu me la demandes. Ou si j'ai créé un litige, mais que je l'ai pas documenté nulle part, ben c'est difficile de savoir quelles sont nos factures en litige, quels sont les motifs de ces litiges-là, quels sont les délais de résolution, ainsi de suite. Donc, de documenter dans l'outil les actions qu'on pose, c'est qu'on construit l'historique. Et donc, quand la direction de l'entreprise veut savoir qu'est-ce qu'on a fait pour se faire payer par tel ou tel client, ben, les notes sont là. Et si quelqu'un part en vacances, ou encore pire, quitte l'entreprise, j'ai vu à plein de reprises des entreprises où quelqu'un prend sa retraite après 20-30 ans de travail. Avec toute la politique de crédit dans sa tête. Dans sa tête. Puis du jour au lendemain. Ça pose d'autres problèmes, c'est-à-dire que oui, c'est de documenter les efforts de collection pour que n'importe qui puisse prendre la relève rapidement. Mais c'est aussi
le paramétrage en fonction de la politique des crédits, en fonction des objectifs, en fonction des priorités. Là, c'est fait, c'est dans ton logiciel, ça organise la liste, ça organise le travail du collecteur. Le collecteur va travailler ailleurs, on en met un autre à sa place. On n'est pas obligé de le former pendant 100 heures pour qu'il comprenne le système de gestion des priorités, qu'il comprenne les 5 systèmes comptables. D'un point de vue gestion des ressources humaines puis gestion de la mobilité du personnel, c'est incalculable le bénéfice. Là. Parce que tu payes le logiciel juste avec ça. Parce que il y a beaucoup de mobilité de personnel aujourd'hui. Puis à chaque fois, la formation est à refaire. Alors si c'est pas hyper structuré, les critères de priorité, les méthodes, etc. C'est pas juste les notes d'appel là, que tu retrouves dans ton bon vieux système comptable, c'est toute la méthode qu'on a enseignée tant bien que mal à un employé, puis souvent qu'on suit tellement sur lui, parce qu'on on a fini par l'éduquer, là on suit sur lui à 100%, puis il s'en va. C'est tout à refaire. Ça, c'est un coût faramineux pour les entreprises. Fait qu'un outil comme ça vient amoindrir ce problème-là grandement. Là. Deux exemples simples, je vous ai mentionné tout à l'heure là, les 2 tâches fondamentales de l'agent, selon moi. Avoir des promesses de paiement, parce que le client nous dit qu'il nous envoie un paiement, et découvrir l'existence d'un litige, puis ensuite, comme vous avez dit, le régler, parce que c'est comme ça qu'on va se faire payer. Vous seriez surpris du nombre d'entreprises que j'ai rencontrées. Quand je fais des rencontres la première fois, je pose beaucoup de questions. Avant de parler, là, je m'informe sur la réalité du client. Et puis, vous seriez surpris du nombre d'entreprises qui sont incapables de me dire combien de promesses de paiement ils ont, quelle est la valeur des promesses de paiement, à quelle échéance ils s'attendent de recevoir les paiements, comment ils font leurs prévisions d'encaissement, quel est le pourcentage des promesses de paiement qui n'ont pas été respectées par les clients, quels sont les clients qui font des promesses mais qui les tiennent jamais. Ils savent pas. Ensuite, je leur demande, est-ce que vous savez combien de factures vous avez en litige? Je sais pas. C'est quoi les motifs des litiges sur vos factures? Tantôt, on parlait de l'importance pour arriver à régler les facteurs internes nuisants au recouvrement. On a dit qu'il fallait les documenter. Pas d'arriver à chaque fois qu'on a un problème, d'aller voir le boss et de dire « il y a un problème à la pièce », parce qu'on finit par devenir celui qui est perçu comme étant le problème. Mais on a dit, les collecteurs, ils ont un pouvoir pour régler les choses à la base s'ils sont capables de documenter combien de fois ça arrive par catégorie de problème et de mettre des chiffres sur combien ça vaut si on règle le problème. Puis à l'occasion de cibler, c'est qui le problème. Quand c'est un représentant, par exemple, qui fait tout le temps la même erreur, la personne qui fait la collection n'a aucun pouvoir sur le représentant. Mais si elle arrive avec une documentation qui dit, ben, on a un problème gros de même, mais la conséquence est grosse comme ça, puis je suggère de régler le problème de cette manière. Puis c'est cette personne qui est responsable. Tu arrives avec ça, documenté comme ça, à un décideur, à un chef d'entreprise, à un VP Finance. Là, il va t'écouter. Fait que si tu es capable, avec un outil, de documenter les choses, tu es capable de prendre des décisions stratégiques, puis de changer des méthodes de travail, puis de régler les problèmes une fois pour toutes. Ça vaut des milliers d'appels de collection. Mais tant que tu n'as pas justement la capacité, même comme si tu parles au contrôleur et il n'est pas capable de répondre à des questions de base comme ta provision de mauvaise créance, d'encaissement, la valeur des promesses de paiement, puis les éléments que tu as nommés, c'est un manque d'information qui fait que tu n'as pas la possibilité de prendre des décisions stratégiques sur comment tu gères l'entreprise. Là, je glisse un peu parce que il y a l'utilisation. Il y a l'utilisateur au day-to-day, là, le collecteur, lui, il aime ça qu'on simplifie son travail. Mais le décideur dans l'entreprise, il a besoin aussi d'avoir de l'information qui remonte, qui vient du champ de bataille, s'il veut prendre des décisions. Le général d'armée, il faut qu'il sache de quoi il parle. Souvent, les décisions sont prises en haut, avec un genre de gut feeling. On devine que c'est à peu près comme ça. Et on impose vers le bas des décisions sans avoir été nécessairement bien informé de la part de la base. C'est un outil de communication entre la base et les décideurs qui est particulièrement intéressant.
Puis il y en a un, j'espère que tu vas en parler, la gestion des litiges. Comment ça marche? Oui, bon, ouais, certainement. L'idée, là, pour reprendre ce que je disais, c'est que si on ne sait pas où on en est par rapport à ses promesses de paiement et on ne sait pas où on en est par rapport à ses litiges, ça veut dire qu'on est dans le brouillard le plus total par rapport aux deux tâches les plus importantes du travail que vous faites. Selon moi, ça n'a pas d'allure. Donc, moi je dirais la base, c'est de documenter ces tâches-là. Et donc, les deux tâches principales, si on peut les résumer ici, la première, c'est de créer la promesse de paiement. Quand on va créer une promesse de paiement, on va choisir une ou plusieurs factures, parce que ça arrive que le client nous fait une promesse sur plus qu'une facture, vous êtes d'accord? Et on va choisir un moment pour se faire payer. Pardon. Si le client nous dit, je t'envoie, le chèque a été posté ce matin, bon, on va se donner une semaine à peu près, puis on va dire, parfait, d'ici le 31 octobre, le paiement devrait être arrivé. Et puis là, je vous épargne un certain nombre de détails, là, parce que l'idée, c'est pas de faire une présentation détaillée, mais je vais pouvoir indiquer les commentaires qui résument la situation. Je vais sauvegarder ma promesse. Et comme Yuri le mentionnait tout à l'heure, à partir du moment où j'ai créé cette promesse dans l'outil, je viens documenter l'action, puis je viens documenter la promesse que le client m'a faite. Si l'entreprise reçoit le paiement dans les délais prévus, cette promesse-là se ferme automatiquement. Donc, vous n'avez rien à faire. Si le paiement n'est pas reçu au-delà de la date que vous avez déterminée, exactement. Ben oui. Et ce que ça veut dire, c'est que le lendemain, dans votre liste de tâches, vous avez une tâche qui apparaît automatiquement. Ce client-là a brisé sa promesse. Vous n'avez pas, entre aujourd'hui et le 31 octobre, vous n'avez plus à vous soucier de cette promesse de paiement-là. Si le paiement... En passant dans la méthode qu'on enseigne en recouvrement, il y a deux appels particulièrement importants à faire pour arriver à induire un changement de comportement. C'est l'appel au délinquant qui a commencé à être délinquant, de le prendre dès le départ, pour lui passer le message que je te surveille. Et non, on ne le tolère pas, le retard. Puis à chaque fois que tu es un peu en retard, tu es appelé. De façon consistante. Et le deuxième élément, c'est si tu me fais une promesse, il faut que tu la tiennes. Le lendemain d'une promesse non tenue, tu as un appel. C'est des appels qui sont prioritaires parce que ils vont avoir une conséquence sur le comportement. On est en train qu'on fasse un bon appel ou un mauvais appel, peu importe la qualité de ce qui va se dire dans la conversation, le moment de la conversation est critique parce qu'il passe un message. Il y a trop de monde qui se font faire une promesse de paiement puis qui vont faire un suivi seulement le mois prochain quand il va sortir leur âge des comptes. Le message que tu passes, c'est ce collecteur-là, je peux lui faire une promesse de paiement, je vais avoir un break de 30 jours, peu importe ce qui va se passer. Parce que je sais qu'il va réimprimer son âge des comptes dans 30 jours. Puis c'est juste là qu'il va s'en rendre compte que j'ai pas honoré ma promesse. Donc ce système-là, ces deux éléments-là sont assez faciles à répliquer avec d'autres systèmes. Ils sont particulièrement bien appliqués ici. Avec les litiges, c'est très similaire. On va, en général, quand il y a un litige, c'est sur une facture en particulier. Ça se peut que le litige soit sur le compte dans son ensemble, mais la plupart du temps, c'est sur une ou quelques factures en particulier. Donc, on va sélectionner les factures, puis ensuite, on va sélectionner un motif. Alors, le motif, d'une entreprise à l'autre, ça varie. Donc, chaque entreprise va paramétrer dans l'outil les motifs de litige qui correspondent à sa réalité. Et une fois que ça c'est fait, quand l'agent crée le litige, il va choisir un des motifs disponibles. Et on va choisir aussi une date de résolution. Parce que la clé avec les litiges, c'est le temps. Plus c'est long pour vous de régler les litiges, plus le client est content, parce que lui, il est assis sur ses mains, là. Et même si le litige représente 10% de la valeur de la facture, ça se peut qu'il ne paye rien et qu'il attende que vous ayez réglé le litige avant de vous envoyer quoi que ce soit. C'est un indicateur dans plusieurs grandes entreprises ou les entreprises qui vendent à des clients majeurs, les fameux clients qui vous prennent un paquet de déductions dont on parlait tout à l'heure. Un des KPI ou des indicateurs de performance typiques pour ce genre de fournisseurs d'entreprise-là, c'est le nombre de jours pour régler le litige. Et quand on perd le contrôle, on se retrouve avec des litiges qui durent.
À combien de fois qu'il y a du monde qui me disent « Hey, on a des litiges qui datent de plus d'1 an. » Puis on les a oubliés. Personne ne s'en occupe de ces litiges-là. C'est ça. Ça coûte cher à l'entreprise. C'est de l'argent qui dort, là. Oui. Et c'est un impact négatif sur les habitudes de paiement du client. Parce que il y a plusieurs clients qui vont prendre tous les moyens là, pour retarder. Ils vous voient un peu comme la banque. Parce que si ils tirent les paiements, ben, ils ont moins de ils ont moins d'intérêt à payer sur leur marge de crédit. Là. Donc, ça fait leur affaire. Donc, quand on crée un litige, ben, on veut le régler le plus vite possible. Et aussi, on veut être capable d'associer les collaborateurs internes qui vont nous aider à régler le problème. Parce que 99% du temps, vous découvrez l'existence du litige, mais vous n'avez pas la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut se retourner de bord, il faut demander à un ou plusieurs collègues de nous donner les éléments d'information qui manquent pour qu'on règle le problème. Donc, les ventes, le service à la clientèle, l'expédition, ainsi de suite. Donc, au lieu de s'envoyer un paquet d'emails, puis de laisser des messages téléphoniques, puis de croiser les gens à la cafétéria, ainsi de suite, quand on va créer le litige, on va automatiquement associer les personnes dans notre organisation qui doivent nous aider à résoudre ce litige-là. Et quand on va sauvegarder le litige dans le système, ces gens-là vont être automatiquement informés de l'existence du litige, du fait que vous avez besoin de leur aide pour le régler, et ils vont pouvoir, à même la page du litige que vous venez de créer, mettre leurs commentaires et attacher n'importe quel document utile à la résolution du litige. Donc, ça va beaucoup plus vite. Deuxièmement, vous êtes capable de savoir si les gens à qui vous envoyez cette notification-là ont pris connaissance du litige ou pas. Et troisièmement, dès qu'il y a des mises à jour en termes d'informations qui sont faites, vous êtes avisé, puis tout est disponible dans un seul et même endroit. Donc, ça devient un outil de collaboration hyper simple à utiliser. Tout est documenté dans un endroit et ça accélère de manière spectaculaire le règlement du litige. Et ce qui est mesuré, on disait tantôt, ce qui est mesuré va être fait. Et là, un outil comme ça va te permettre de gérer des rapports par type de litige, personne impliquée. Le vendeur qui reçoit un courriel du collecteur, pour qui, de toute façon, il est possible qu'il y ait un peu moins de respect qu'il devrait. Parce que le collecteur, il est là pour empêcher les ventes, après tout. Là, il reçoit un courriel parmi ces millions de courriels du collecteur qui demande quelque chose de pas facile à régler. Ça peut sûrement attendre jusqu'à temps que je l'oublie. Puis mon nom ne ressortira plus nulle part parce que le collecteur va l'oublier aussi. Mais quand c'est dans un outil comme ça, avec des rapports, puis des rappels, puis à la fin du mois, tu vois, tu vas pas donner ce que tu avais besoin de me donner, ça sera pas perdu dans un flow, là. Ça devient, parce que aussi, j'ai caricaturé un peu comme si le vendeur était de mauvaise foi, mais c'est pas le cas nécessairement. Il est juste, comme tout le monde, submergé de travail. Puis qu'est-ce qui arrive quand il reçoit un courriel sur quelque chose qu'il peut pas régler immédiatement? Il fait comme moi, il met une étoile. Puis les courriels avec les étoiles, vous savez ce qu'il y avait avec? Ils sont dans la section à suivre qui comporte comme 10 000 emails à suivre qui sont jamais suivis. Alors, c'est à ça que ça sert un outil comme ça. C'est à sortir du flow, du flag, de l'étoile, puis de tu sais plus quoi mettre après tes courriels pour essayer de te faire penser qu'il faut y revenir. T'sais. Puis avec les litiges, Yuri, première chose, on veut les régler le plus rapidement possible. La deuxième chose, c'est qu'éventuellement, on veut réduire le nombre de litiges qu'on a dans l'entreprise. Régler les problèmes à la source. Et régler les problèmes à la source, ben, la meilleure manière de le faire, c'est de savoir c'est quoi la source de nos litiges. Donc, quand je crée un litige et j'indique le motif, après, quand je vais mettre dans mes rapports ou sur mon tableau de bord, je peux savoir, exemple, que 80% de mes litiges, c'est pour des retards de livraison. Mais si j'ai cette information-là, c'est assez facile de savoir à qui s'adresser, n'est-ce pas? Peut-être c'est plus compliqué de régler le problème, mais on va aller voir les gens. Regarde, j'ai eu 375 litiges cette année, 80%, c'est parce que la livraison est en retard. On peut-tu améliorer nos processus de livraison ou donner des délais plus longs? Comme ça, on va réduire le nombre de litiges qu'on a. Donc, on atteint deux objectifs ici. Un, on règle nos litiges plus rapidement. Deuxièmement, on réduit éventuellement le nombre total de litiges qu'on a à gérer. Alors, je peux continuer longtemps comme ça, mais
l'idée aujourd'hui, c'est pas encore une fois, c'est pas un pitch de vente, là, c'est pas du tout ça l'idée. Ce que je souhaite faire, c'est de vous convaincre de l'idée, vu que vous êtes quand même assez nouveau dans cette profession-là. De réaliser l'importance du travail que vous faites dans l'entreprise. Ne sous-estimez pas l'impact que vous avez sur les résultats de l'entreprise. C'est une tâche extrêmement importante. La deuxième chose, c'est de réaliser et reconnaître que en 2019, c'est normal d'être bien outillé pour faire son travail. Puis si on n'est pas bien outillé, ben on est limité dans les résultats qu'on peut livrer. En fait, c'est votre responsabilité de demander les outils pour travailler. Exactement. Si vous connaissez des méthodes et vous connaissez des outils, c'est pour ça qu'on vous paye, là. C'est pour connaître des méthodes, puis connaître des outils, puis les appliquer. Le contrôleur de l'entreprise, il connaît pas nécessairement ses méthodes et ses outils. Fait qu'il ne demande pas mieux que vous lui demandiez les bonnes choses à travailler. Mais souvent, comme tu le dis, les gens de crédit sont pas très demandeurs, ils hésitent. Puis les gens qui font pas le travail de crédit sous-estiment la complexité du travail que vous faites et l'importance du travail que vous faites. Donc, c'est pas l'idée de partir aujourd'hui la tête qui passe plus à travers la porte, mais c'est d'être réaliste sur l'impact que vous avez dans l'entreprise puis l'importance du travail que vous faites. Et comme Yuri le dit, aussi de proposer des choses. Il s'attend, parce que souvent, c'est pas connu. Ni les contrôleurs, ni même les directeurs financiers, les vice-présidents de finances, les CFO. C'est pas des experts de la collection. Ils savent même pas que ces outils-là existent. Si vous êtes un leader ou une leader dans votre domaine et que vous amenez de l'optimisation, vous avez le souci d'avoir la meilleure performance possible, puis faire le meilleur travail possible, puis le plus agréable possible, ben, vous allez être apprécié si vous proposez des choses. Et d'amener être ouvert à l'idée que vous allez avoir de bien meilleurs résultats, puis votre travail va être beaucoup plus agréable si vous êtes bien outillé pour faire votre travail. En fait, d'un point de vue RH, moi je me retrouve souvent dans la chaise RH ou recruteur. Puis je parle avec des gens d'RH, je parle avec des gens qui sont les patrons, des gens de crédit. Et puis, c'est clair que tu peux te contenter de ce qu'on te donne, puis d'essayer de gérer dans un bordel total, mais tu vas toujours avoir un peu l'air fou dans ce contexte. Ça va toujours finir par se retourner contre le collecteur quand la chose est désorganisée. Puis un jour, ça prend un bouc émissaire, puis on blâme le collecteur. C'est typique. Mais le collecteur ou l'agent de crédit qui commence à réfléchir intelligemment, commence à vouloir organiser les choses, demande des outils, documente les problèmes, propose des solutions, organise son travail, il se démarque des autres, et soit il est hyper apprécié de son employeur, et il monte les échelons et il devient un spécialiste du crédit, puis il atteint des postes, comme ceux que je vous parlais tout à l'heure, au-dessus de 100 000 pour la même profession, ou il tape ses nerfs de son patron, puis il finit par s'en aller ailleurs dans une entreprise où on apprécie davantage son travail. Mais, à un moment donné, on doit faire un choix de comment on gère sa façon de travailler, son éthique de travail, puis sa carrière. On peut rester un doer qui se soumet, puis qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, dans un monde où on n'a pas trop d'attentes envers lui. Mais on va être là pour l'écœurer puis le blâmer quand ça va être le temps. Ou il peut décider qu'il se définit comme un professionnel du crédit et du recouvrement, puis il prend les choses en main jusqu'à ce que l'employeur réalise que « Oh wow, il y a quelque chose là. Il y a une valeur. On peut vraiment aller chercher une valeur et un profit plus grand avec cette fonction-là. » Puis dans ces cas-là, il va vous donner plus, l'entreprise, l'employeur va vous donner plus de lousse, plus de responsabilités, plus de défis. Vous serez probablement plus heureux dans votre travail à long terme aussi, sans avoir besoin de sauter d'une job à l'autre. Donc, petit éditorial RH. Ouais, puis quand on est nouveau dans une profession, vous avez une chance de vous démarquer aussi par rapport. L'idée, c'est pas nécessairement d'entrer dans un moule puis de faire comme tout le monde. C'est justement peut-être de vous démarquer. Ça en est une occasion de vous démarquer, d'être peut-être innovateur par rapport à quelqu'un qui ça fait 30 ans qui fait son travail de telle manière, puis ne parlez pas de changer puis d'évoluer parce que ça marchera pas. Et puis en plus, de vous démarquer par le fait que vous amenez des éléments de nouveauté que l'entreprise ne connaît même pas, auxquels ils n'ont peut-être pas pensé. Donc c'est une manière
de vous démarquer parce que la finalité, c'est les résultats. C'est la performance que vous allez amener, c'est la satisfaction que vous allez avoir de votre travail aussi. Vous vous sentir bien. Quand on a des bons résultats, j'ai rarement vu des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont fait, ils ont amené des bons résultats à leur entreprise. Là. Donc, tout le monde gagne dans un scénario comme ça. Fait qu'on clôt, si tu veux, avec la partie Cash on Time. Oui. On va clore dans quelques minutes l'ensemble du cours. Est-ce que ça me permet, est-ce que vous avez trouvé ça utile? Est-ce que c'était pertinent? Oui. Mais bien sûr. Oui, faisons une période de questions. Quand on parle dans le fond, des litiges, on parle des collaborateurs internes, Oui. est-ce que ça implique, dans le fond, on se pense souvent aux représentants qui peuvent régler Oui. les problèmes de ce côté-là, Oui. est-ce que ça implique qu'eux se connectent au logiciel de Cash on Time, puis tout se passe dans Cash on Time? Oui. OK. Et puis oui, d'une entreprise à l'autre, je pense que dans les meilleures pratiques, il faut impliquer les vendeurs dans le processus de collection, parce que c'est bien beau de signer des contrats, mais si on ne se fait pas payer, on n'est pas gagnant à la fin. Et oui, dans les entreprises qui, je dirais, font l'utilisation optimale, les vendeurs, les gestionnaires de division, la direction ont accès à l'outil également d'une manière occasionnelle là, pour complémenter le travail que vous faites. Des licences de plus, comment ça fonctionne? Oui, c'est des licences, c'est par licence. Là. On a Donc, des chaque licences. représentant doit avoir une licence qu'on paye par licence. C'est ça, mais on a des licences professionnelles. Des gens comme vous, là, qui passez l'essentiel de votre journée dans l'outil, c'est une affaire. Okay. On a des utilisateurs occasionnels qui vont une fois de temps en temps pour complémenter le travail. Donc, on a les deux types de licences pour favoriser qu'il y a le plus grand nombre possible d'utilisateurs pertinents qui vont travailler dans l'outil. Oui. Donc, Oui, au allez-y. niveau des promesses de paiement, je voyais qu'on sélectionnait selon les factures. Ça arrive souvent, bon, qu'on a la personne au bout de la ligne. Il ne sait pas, je vais t'envoyer un chèque de 20 000, mais il ne sait pas exactement c'est quelle facture. On est obligé de sélectionner les factures. On peut juste dire on a une promesse pour un chèque. Je peux le faire au niveau du compte. OK. Mais à ce moment-là, elle ne s'enlève pas automatiquement quand le montant rentre dans notre système. Elle va se fermer automatiquement si j'ai une promesse au niveau du compte pour 20 000 puis qu'on a reçu 20 000 pour telle date, ben, elle va se fermer automatiquement. Parce que là, c'est pas la facture comme telle, mais c'est le montant reçu pour le compte. Les mises à jour avec le système comptable, ça se fait à quelle fréquence? La nuit, une fois par jour. La nuit, automatiquement. Une fois par jour. Donc, on pourrait, mettons, je sais pas, l'après-midi, on appelle un client, mais c'est rentré le matin, ça avait été rentré le matin dans son système comptable, on peut l'appeler, puis il peut avoir un... En théorie, là, le problème peut exister. Ouais. En pratique, la question m'est tout le temps posée. Ouais. J'ai pas un seul client qui est pas satisfait avec un import une fois la nuit. L'exception, si c'est vraiment nécessaire, on peut faire un deuxième import des factures durant la journée. Exemple, sur l'heure du midi. Donc, on peut faire un deuxième import des factures durant la journée pour être sûr qu'on ne manque pas de paiement. Mais ça, c'est long, cet import? C'est pas... Non. C'est rapide. C'est des processus automatisés. Okay. Le deuxième import, on le fait manuellement. C'est 4 ou 5 clics à faire pour qu'on importe le deuxième fichier de facture. Mais la très grande majorité des clients sont très satisfaits avec une fois par jour. Ça se connecte avec n'importe quel système comptable, peu importe. N'importe quel, parce que c'est fait par fichier CSV. Un fichier en format CSV, c'est comme un fichier Excel, presque pareil. Donc, le système source génère un fichier CSV automatiquement et le dépose dans un répertoire. Puis, automatiquement, Cash on Time récupère le fichier et importe les données dans la base de données de Cash on Time. Ça se fait la nuit. Le matin, quand vous arrivez, les données sont à jour. Ça me fait plaisir. Vous avez d'autres questions? Ça me fait plaisir. J'aime ça répondre à des questions. C'est bon? En tout cas, si vous pensez à autre chose, moi, j'espère vraiment avoir été utile, que ça vous inspire un peu dans ce que vous faites comme travail. Et puis, si vous pensez à d'autres questions, adressez-vous à Yuri, peut-être, il m'acheminera vos questions. Et puis, les envois automatiques se font directement dans Cash on Time? Si on envoie des comptes ou ça passe encore par le système comptable ou tout passe par Cash on Time? Les factures c'est une bonne question, très importante. Les factures sont systématiquement générées par le système comptable parce que c'est une action comptable, mais Cash on Time génère l'état de compte et va l'envoyer automatiquement. Et non seulement il génère l'état de compte, mais vous pouvez le personnaliser. Vous allez décider dans votre état de compte, je vais avoir telle colonne, je veux les colonnes dans tel ordre, je veux pas mettre les notes de crédit, je veux pas avoir les factures en litige. Donc, vous allez paramétrer le contenu de votre état de compte.
en amont. Puis après ça, quand les états de compte partent, ben, ils vont partir en fonction de ce que vous avez paramétré. Et on peut même avoir plusieurs modèles d'état de compte. Exemple, je sais pas, moi, vous faites affaire aux États-Unis, puis vos clients aux États-Unis demandent un format différent d'état de compte. Vous allez avoir votre modèle d'état de compte de base pour le Québec, vous allez en avoir un deuxième pour vos clients américains, par exemple. Il n'y a pas de limitation sur le volume. Je pense que c'est pas on envoie, mettons, à chaque premier du mois, puis on envoie à tous les clients qui ont un compte ouvert. Ça peut prendre des milliers. Il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, ce que vous dites est intéressant parce qu'on peut envoyer des relances basées sur le calendrier. Donc, exemple, à tous les premiers du mois, j'envoie des états de compte à mes clients. Puis on peut exclure certains clients si on ne veut pas les envoyer à tout le monde. Et on peut aussi intégrer nos relances automatisées dans la stratégie qui, elle, est basée sur les critères de risque. Fait que quand le compte arrive à tel niveau de retard, puis l'encours total du compte est supérieur à tel montant, on veut envoyer une relance. Puis là, on peut générer un état de compte. Fait qu'on peut faire les deux. Une relance, est-ce que c'est toujours un état de compte ou c'est juste, ça peut être une notification, OK? C'est ce que vous voulez parce que dans Cash on Time, vous pouvez créer autant de gabarits que vous voulez. Et le gabarit peut être juste une notification ou si vous voulez, vous allez ajouter l'état de compte. C'est vous qui allez décider qu'est-ce qu'il y a dans la relance que vous envoyez. Puis lui, il l'envoie la nuit? Il l'envoie quand vous voulez. Fait que vous allez paramétrer mes relances, ils partent, mettons, à tous les mardis à 10 heures. Mais moi, je les vois, l'utilisateur ne voit pas nécessairement. Oui, parce qu'avant de l'envoyer systématiquement, on va vous générer une liste de propositions. Ah, OK. Puis là, vous, jusqu'à mardi 10 heures, si c'est prévu pour mardi 10 heures, vous allez pouvoir aller consulter les relances qui sont sur le point d'être envoyées. Et si vous voulez en exclure certaines, parce que vous dites, là, on est en train de négocier un contrat avec tel client, c'est pas le temps de lui envoyer des lettres de relance, lui, vous allez l'exclure. Donc, les lettres que vous avez exclues partiront pas. Si vous faites rien, mardi à 10 heures, les lettres vont partir. Il y a beaucoup de flexibilité. Ça dit-tu, le client, il est en litige, quand ça sort la promesse ou le Ouais. déficient, là? Si dans votre état de compte, vous avez paramétré que vous voulez que les factures en litige apparaissent, ben ça va apparaître. Donc, sur votre état de compte, peut-être vous avez 10 factures. Là-dessus, il y en a 2 qui sont en litige. Ben, le client va voir, OK, ces 2 factures-là sont en litige. Ou ces 2 factures-là, il y a une promesse de paiement dessus. Ça fait partie du paramétrage que vous allez mettre ou pas dans votre état de compte et dans la lettre de relance. Puis, en plus, c'est dans la langue du client. Donc, vous, par exemple, vous travaillez en français dans l'interface, mais vous avez certains clients avec qui vous communiquez en anglais ou d'autres en espagnol, peu importe la langue, de gauche à droite. Ben, vous pouvez paramétrer dans l'outil que le client va recevoir une relance dans la langue, dans sa langue, en autant que vous ayez créé les gabarits en conséquence. On s'entend. Bon, restons-en là pour aujourd'hui avec Cash on Time. C'est bon? C'est assez? Je dois clore le Oui, centre parfait. discours.